La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi c'est un problème qu'il y ait un accord de commerce entre les États-Unis et l'Union européenne, d'autant plus que, d'ores et déjà, le commerce est massif entre l'Union européenne et les États-Unis. Quel est le problème de ce genre de choses? Et pourquoi, lorsque vous regarderez les petites brochures qui effectivement sont en distribution sur la table, vous verrez qu'on dit qu'il y a un problème, une attaque contre les principes fondamentaux de la démocratie? Eh bien, parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement d'un accord de commerce, il s'agit beaucoup plus que ça, et c'est presque pas d'ailleurs un accord de commerce. Alors on va commencer, si vous voulez, on va procéder par étapes. Qu'est-ce que c'est qu'un accord de commerce déjà à la base? Puisqu'on parle de ça, à quoi sert un accord de commerce ordinairement? Et pour essayer de répondre à cette question-là, on peut prendre l'exemple d'un bateau qui rentre dans un port, il a des marchandises à son bord, il provient d'étrangers. Et au moment où il rentre dans le port, il y a tout un tas de questions qui se posent. Les tarifs douaniers qui vont s'appliquer, les contrôles sanitaires ou autres qui vont s'appliquer sur les marchandises. Qui va être autorisé à débarquer les marchandises? Quel personnel va être autorisé à débarquer les marchandises? Les marchandises, une fois vendues, comment est-ce qu'on va rapatrier le bénéfice à l'étranger? Toutes ces questions-là sont des questions qui sont extrêmement importantes pour les opérateurs de commerce international qui détestent l'imprévisibilité et qui sont réglées normalement dans les accords de commerce. C'est-à-dire que dans les accords de commerce, on parle entre autres de ces questions-là. Et de fait, il y a des accords de commerce qui existent partout dans le monde, qui couvrent tous les secteurs déjà géographiques dans le monde, ou pratiquement tous. Donc ce n'est pas tout à fait une nouveauté de parler d'accords de commerce. Mais pourquoi précisément ces projets-là, puisqu'il y en a deux, posent un problème qui est important? Parce qu'en réalité, en fait d'accord de commerce, on est dans un accord de libre-échange, et plus précisément dans un accord de libre-échange qu'on peut qualifier de troisième génération, c'est-à-dire qui va beaucoup plus loin que ceux qu'il y avait jusqu'ici, première et seconde génération, deuxième génération. Si on peut parler d'accord de troisième génération, c'est qu'il y en a eu deux avant, sans remonter à Mathusalem. On peut parler de l'accord de première génération qui était celui du GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers, qui date de 1947 et qui avait comme objectif seulement, pratiquement seulement, en tous les cas au départ, de s'occuper des tarifs douaniers. Donc la question était celle de savoir comment et à quel rythme les tarifs douaniers, c'est-à-dire ce que l'on impose comme imposition sur les marchandises qui débarquent dans un port ou sur les services qui sont rendus transfrontières par la suite, quels étaient les tarifs qui allaient être appliqués sur ces marchandises-là. Et cet accord a vécu entre 1947 et 1995. Entre les deux, vous le savez, il y a eu un certain nombre de choses, d'événements historiques tout à fait importants, aussi bien la chute de l'Union soviétique, la fin de l'Union soviétique, je veux dire, que l'arrivée au pouvoir dans les pays occidentaux des néolibéraux à partir de 79-80, avec un changement idéologique tout à fait important qui a amené à considérer qu'avoir des accords de commerce qui uniquement s'occupent des questions de tarifs douaniers, ce n'était pas suffisant. Et là, on peut parler d'accords de deuxième génération, avec la création en 1995 de l'Organisation mondiale du commerce. Avec l'Organisation mondiale du commerce, il ne s'agit pas seulement de s'occuper du commerce extérieur comme conçu comme étant les relations extérieures des pays, mais le commerce mais il fallait s'occuper des barrières derrière les barrières. C'est-à-dire qu'il fallait s'occuper, à partir de 1995, de faire sauter les réglementations intérieures qui sont considérées comme des obstacles au commerce. Considérant que l'objectif qui est posé à partir de ce moment-là dans les accords de l'OMC, c'est la concurrence généralisée, c'est-à-dire la libéralisation à tous les niveaux. Alors, il y a un certain nombre de techniques qui sont mises en place à partir de ce moment-là, entre la clause de la nation la plus favorisée ou le traitement national, le but étant
que toutes les entreprises avec le traitement national soient traitées de la même manière, que ce soit des entreprises qui opèrent sur un territoire, qui sont de ce territoire-là, qui ont la nationalité de ce territoire, ou qui sont étrangères, toutes doivent être traitées de la même manière. Et surtout, les mesures distorsives au commerce, ou qui sont définies comme étant des mesures distorsives au commerce, doivent sauter avec les accords de l'OMC. Les mesures distorsives au commerce, ce sont essentiellement, enfin beaucoup, les subventions, mais toutes les barrières internes qui sont considérées comme faussant les principes de concurrence généralisée. Les principes de la concurrence libre et non faussée, c'est un peu difficile d'utiliser ces termes-là puisqu'elle n'est ni libre ni non faussée en réalité, mais enfin c'est l'idée telle qu'elle est avancée dans ces accords. Et ce qu'il y a de nouveau à partir de 1995, c'est que ces organisations internationales commencent à se doter d'organismes qui permettent effectivement la mise en place des règles que posent ces accords, notamment les règles de concurrence internationale. Et donc, ces règles de concurrence internationale, puisqu'elles visent les barrières derrière les barrières, c'est-à-dire les réglementations intérieures des États, commencent à avoir des conséquences concrètes pour les populations à l'intérieur des États, parce que est mis en place aussi un instrument à ce moment-là qui s'appelle l'organe de règlement des différends, qui est un tribunal qui permet de sanctionner les États qui prennent des mesures qui vont à l'encontre du commerce international, c'est-à-dire des mesures internes qui sont analysées comme contraires au commerce. Exemple le plus connu, j'en prendrai qu'un parce que sinon on pourra y passer la soirée, ce n'est pas le sujet. L'exemple le plus connu, c'est la décision de l'ORD, de l'organe de règlement des différends, bœuf aux hormones, que vous connaissez tous et toutes. Les États-Unis, l'Union européenne fabriquent du bœuf aux hormones, donc en exportent, et l'Union européenne, pour des motifs de protection sanitaire des populations, considère qu'il n'est pas bon que les populations mangent du bœuf aux hormones et donc interdisent l'importation du bœuf aux hormones. Très logiquement, les États-Unis et le Canada portent plainte devant l'organe de règlement des différends contre l'Union européenne et le Canada et obtiennent la condamnation de l'Union européenne. Très logiquement, obtiennent la condamnation de l'Union européenne sur le principe de l'équivalence des produits. C'est-à-dire qu'un bœuf est un bœuf, qu'il est galopé sur l'herbe verte ou qu'il soit rempli d'hormones, c'est le même produit. Et donc l'Union européenne a été condamnée à ce moment-là. Enfin, plus exactement, les États-Unis et le Canada ont été autorisés à augmenter leurs droits de douane sur des produits en provenance de l'Union européenne et rentrant sur le territoire des États-Unis à hauteur de 130 millions de dollars environ par an, évidemment, pour le bœuf aux hormones et d'une trentaine de millions de dollars pour le Canada, jusqu'à ce que l'Union européenne accepte le bœuf aux hormones. Donc on voit à travers cet exemple-là que les règles de commerce international ne concernent pas que le commerce international et qu'on commence à rentrer dans les décisions internes, y compris prises, le cas échéant, de manière démocratique, et qui peuvent sauter sous la décision d'organes internationaux chargés de la mise en place des accords de commerce international. On arrive aux alentours des années 2000, et là, c'est absolument patent, l'OMC est bloquée. L'OMC patine lourdement. Elle ne parvient pas à faire son mandat tel qu'avaient fixé ses promoteurs en 1995, c'est-à-dire parvenir à libéraliser toutes les activités de commerce, c'est-à-dire tout ce qui concerne les activités humaines, pratiquement, sont dans les accords de commerce, sauf les armes et quelques services régaliens, mais tout le reste est dans les accords de commerce. Et l'OMC ne parvient pas à satisfaire à son mandat tout simplement parce que c'est brutal, quoi. Enfin, jamais les négociateurs ou les pays n'ont pu réussir à imposer que, par exemple, sur la question agricole, il y ait une mise en concurrence généralisée, parce que là, c'est quand même difficile d'affamer quelquefois jusqu'à 2 tiers de la population de certains pays, donc ça a patiné lourdement.
les grands acteurs institutionnels, notamment l'Union européenne et les États-Unis, se sont dit, on fait l'analyse suivante, qui n'est pas idiote, hein. Si l'OMC patine, c'est parce que dans l'OMC, il y a du monde, il y a beaucoup d'États, notamment il y a des États pauvres, qui présentent deux inconvénients, de ne pas être d'accord avec la libéralisation généralisée et d'être pauvres, c'est-à-dire de ne pas être nécessairement très intéressant sur le plan économique. Enfin, pas complètement. D'où l'idée de mettre en place des accords internationaux qui soient des accords internationaux nord-nord dans un premier temps, c'est ce à quoi on assiste maintenant, et qui sont des accords qu'on peut qualifier de troisième génération, puisqu'ils vont plus loin encore que ce que prévoyait l'OMC. Et ils vont plus loin avec l'instauration, la mise en place de deux mécanismes. Le premier mécanisme, celui du règlement des différents investisseurs-États. Le deuxième, le mécanisme de la coopération réglementaire. Ça a l'air compliqué, comme ça c'est très simple. Le mécanisme de règlement investisseur-État, c'est la possibilité pour un investisseur, c'est-à-dire une entreprise qui opère sur un territoire, de porter plainte contre une réglementation intérieure d'un État qui constituerait une menace ou qui constituerait une expropriation directe ou indirecte. Et de porter plainte contre cette mesure intérieure, quel que soit le niveau où cette mesure est prise, que ce soit au niveau local ou au niveau national, et devant non pas un juge, mais devant un arbitre international. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un arbitre international? Eh bien, figurez-vous que dans le monde, il y a 4 gros organes d'arbitrage internationaux qui existent, qui sont des organes privés, qui sont en général constitués soit dans le cadre des Nations Unies, il y en a un dans le cadre des Nations Unies, soit dans le cadre de l'application d'un certain nombre d'accords. Il y a par exemple le CIRDI, qui est un organe arbitral qui est mis en place dans le cadre de la Banque mondiale. Chaque fois que la Banque mondiale donne de l'argent, prête de l'argent, elle met dans son petit contrat de prêt un article qui dit « En cas de litige, on va devant l'organe arbitral ». Et l'organe arbitral, c'est très simple, c'est donc composé d'avocats internationaux, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas des juges, qui ne sont pas des magistrats, qui appliquent uniquement les principes qui sont fixés dans l'accord qui les reconnaît et qui les institue, qui un coup peuvent être payés par une entreprise privée, qui un coup sont payés dans le cadre de ces arbitrages et qui prennent des décisions qui fixent des amendes contre des États. Alors nous, quand on découvre ça, nous, dans l'Union européenne, on est un petit peu comme les lapins dans le phare de la voiture, on est un peu sidérés, mais figurez-vous que ça existe depuis fort longtemps en fait. Et donc on sait de quoi il est question, puisque, par exemple, dans le cadre de l'accord de libre-échange nord-américain, ça fait 20 ans, là, cette année, que ça existe, l'accord qui réunit le Canada, le Mexique et les États-Unis, existe depuis 20 ans, prévoit dans son chapitre 11 ce genre de mécanisme. Mais il y a aussi une foule d'accords bilatéraux sur l'investissement, il y en a 3000 dans le monde, donc on a des exemples un peu sérieux maintenant, on commence à avoir une belle brochette de savoir ce que ça veut dire concrètement le mécanisme investisseur-État. Et alors, si vous êtes curieux, ce que je vous conseille toujours, vous pouvez, et un peu insomniaque aussi, il faut bien le dire, vous pouvez aller vérifier vous-même sur le site de la CNUSED, qui est un organe des Nations Unies, le rapport numéro 1 de mars 2013, qui s'appelle ISDS, c'est l'acronyme anglais, reprend tout ce que je vais vous raconter maintenant, c'est-à-dire on a regardé là-dedans et officiellement a fait la liste de tous les cas pendants devant des arbitres internationaux. Actuellement, il y a 514 cas qui sont pendants devant des organes internationaux, des arbitres internationaux, et on a déjà un certain nombre de choses. Par exemple, l'Argentine est le premier pays qui, avec une bonne quarantaine de cas, est visé dans le cadre de l'application des accords bilatéraux sur l'investissement.
Et par exemple, CMS Énergie, Vivendi, bon, tout le monde connaît, Aguas de Barcelona ont fait une action contre l'Argentine et ont obtenu 1,15 milliard ou 1,18 milliard, il faudra regarder, parce que l'Argentine avait pris la mesure interne, pendant la grande crise qu'elle a traversée, d'un prix maximum de l'énergie, de l'eau et de l'énergie. Elle a été condamnée à payer 1,15 milliard pour ça. De la même manière que l'Équateur a été condamné à peu près dans les mêmes montants, c'est un peu plus cette fois, plutôt 1,18 milliard cette fois, parce que l'Équateur a nationalisé son pétrole et que, eh bien, figurez-vous que l'entreprise qui jusque-là profitait de la chose a demandé à être indemnisée à cette hauteur-là pour la nationalisation du pétrole. Texaco, merci. Qui est devenu Chevron, je crois. Voilà. Et puis, vous avez par exemple aussi une entreprise qui s'appelle Philip Morris, qui est un cigarettier, qui a fait condamner, dans le cadre d'un accord bilatéral sur l'investissement entre l'Uruguay et un autre avec l'Australie, qui a fait condamner les États qui imposaient des signalétiques sur les paquets de cigarettes. Vous vous souvenez, les fumées tues, les trucs comme ça, parce que c'était trop gros et qu'on ne voyait pas assez bien la marque. Mais sans aller très loin, on peut aussi prendre un autre exemple qui est là aussi très intéressant, même s'il porte sur des chiffres beaucoup plus faibles. La Slovaquie, vous voyez, ce n'est pas très loin. La Slovaquie, figurez-vous, avait élu un gouvernement il y a quelques années pour privatiser les services publics. Un gouvernement libéral. Et donc, il a fait ce que font tous les gouvernements libéraux de droite ou de gauche, il a privatisé donc les services publics. Et il s'est trouvé que dans le débat public, la conscience a monté que c'était une catastrophe, notamment pour la santé. Ça s'est cristallisé sur la santé. Le gouvernement est tombé, un autre est arrivé, avec comme mandat clair de renationaliser les services de santé. Ce qu'il a fait, vous voyez, comme il a été élu pour ça, il l'a fait, donc vous voyez, ça peut arriver. Et Achmea, Achmea, vous ne savez pas du tout qui c'est, mais personne ne savait qui c'est. C'est en fait une entreprise qui fait des assurances aux Pays-Bas et qui avait financé des infrastructures hospitalières et a obtenu, à cause de ça, à cause de cette décision de renationalisation, une indemnisation supplémentaire de 22 millions d'euros. En ce moment, Achmea est en train de faire une procédure, toujours contre le même gouvernement slovaque, qui a l'outrecuidance, rendez-vous compte, de vouloir instaurer un système d'assurance obligatoire universel de couverture santé pour toutes les personnes qui vivraient en Slovaquie. Et ça, évidemment, Achmea n'est pas d'accord avec ça. Et le cas est actuellement pendant. Vattenfall aussi, qu'on cite également, qui est une entreprise filiale de Swedish Energy, utilise actuellement un accord bilatéral sur l'investissement entre la Suède et l'Allemagne pour demander 3,5 milliards d'euros de dédommagement parce que l'Allemagne a pris la décision de sortir du nucléaire et que Vattenfall possède 2 centrales nucléaires. Donc elle demande 3,5 milliards. Lone Pine, dont tout le monde ignore que c'est une entreprise des États-Unis, dans le cadre de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, poursuit le Canada au motif que le Québec a pris une décision de moratoire sur l'exploitation par fracturation hydraulique du gaz de schiste et demande au passage 350 millions de dollars parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Donc ça, ce sont quelques exemples. On ne va pas tous les faire, mais on voit bien ce que ça veut dire. On voit bien ce que ça veut dire sur le plan des politiques publiques, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental. Là, j'ai donné quelques exemples sur le gaz de schiste, j'ai donné quelques exemples aussi
sur les services publics, on pourrait comme ça décliner les choses. Prenons par exemple les OGM. Bon, par exemple. Il se trouve que dans l'Union européenne, il y a un principe général qui, en France spécialement, est même un principe constitutionnel, qui s'appelle le principe de précaution. C'est une idée simple selon laquelle, quand il y a quelque chose qui est nouveau scientifiquement et que on ne sait pas établir clairement si c'est totalement inoffensif, alors on ne fait pas. C'est le principe de précaution. Comme ça, si jamais c'est effectivement dangereux, au moins on n'aura pas fait de bêtises. Bon, ça c'est le principe tel qu'il est choisi. Hein, on peut le critiquer ou pas, mais en tous les cas, c'est celui qui est choisi dans l'Union européenne. Il s'agit de faire sauter ce principe-là pour un autre principe qui est celui de la reconnaissance des normes. C'est-à-dire que le principe à partir de cet accord, c'est qu'on reconnaît les normes qui sont celles de l'autre côté de l'Atlantique. Je continue sur mon exemple sur les OGM. Il y a un principe aux États-Unis, j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'équivalence des substances. Un maïs est un maïs, OGM, pas OGM, c'est du maïs. Donc, il n'y a strictement aucune raison de le discriminer à l'entrée, parce que c'est le même produit, puisqu'il est autorisé dans la législation des États-Unis, en l'occurrence, puisqu'il est autorisé, la loi le permet, donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas autorisé en fonction du principe de la reconnaissance des normes, puisque du côté des États-Unis, c'est le principe de l'équivalence des produits qui s'applique, il n'y a aucune raison d'appliquer le principe de précaution dans l'Union européenne. J'ai pris cet exemple de l'OGM en prenant l'exemple États-Unis, Union européenne, mais on peut prendre des exemples dans l'autre sens, parce qu'il ne faut surtout pas imaginer que cette histoire de projet d'accord, c'est les États-Unis qui font les grands satans et qui viennent faire de l'impérialisme, etc. Parce qu'on a aussi des exemples dans l'autre sens. Je continue sur mon histoire d'OGM. Certains États aux États-Unis acceptent la labellisation non-OGM, par exemple. Bon. Eh bien, déjà, de ce côté de l'Union européenne, un certain nombre d'entreprises ont dit ben oui, mais ça, la labellisation non-OGM, il n'y a strictement aucune raison de l'accepter, puisque nous, on va être obligés d'accepter les OGM de notre côté. Donc, eh bien, il n'y a aucune raison d'accepter la labellisation. Et donc, du côté des États-Unis, également, les populations doivent s'attendre à ce que les toutes petites protections, c'est-à-dire la labellisation non-OGM, hein, ce qui ne concerne pas grand-chose entre nous, enfin, puisque massivement les OGM ont envahi le marché des États-Unis, eh bien ça aussi devrait sauter. On peut prendre, tout à l'heure, j'ai parlé des services publics. On peut continuer et décliner sur les services publics au niveau local, par exemple, hein, puisqu'il y a un point 4 dans le mandat qu'a reçu l'Union européenne pour négocier, le mandat qu'elle a reçu des États, qui dit « tous les niveaux de gouvernement sont concernés, aussi bien le niveau national, le niveau fédéral, que le niveau local ». Donc ça veut dire qu'une collectivité locale qui prend une mesure qui irait à l'encontre des intérêts des entreprises privées pourrait être poursuivie par ces entreprises privées. Alors elles ne le feront pas, je veux dire, elles ne le feront pas systématiquement, elles n'auront pas besoin, puisqu'il suffira de menacer. En gros, un petit calcul rapide, c'est une étude du CEO qui nous a montré ça, c'est sur le site d'Attaque, montre que les procédures devant les arbitres internationaux coûtent en moyenne 8 millions de dollars. Vous imaginez une collectivité locale, n'importe laquelle, hein, qu'on menacerait en disant « mais là, qu'est-ce que vous avez mis dans le cahier des charges sur tel marché public? Vous avez demandé pour la cantine, vous avez demandé de la nourriture bio, vous avez demandé des circuits courts, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous avez mis ça? C'est contraire au principe, nous, ça n'existe pas chez nous, on n'en veut pas ici. » Il suffira juste de la menace. Une collectivité locale devant ce genre de choses pliera, et pliera immédiatement. Donc la seule menace suffira pour réduire la possibilité
et des collectivités locales, mais aussi des États, d'agir. Alors ça, c'est le premier mécanisme. Je sens déjà que vous êtes impatient d'attendre la suite, parce qu'il y a un second mécanisme, qui est celui de la coopération réglementaire. Le mécanisme dont je viens de vous parler, le mécanisme investisseur-État, c'est pour ce qui existe aujourd'hui, les règles qui existent aujourd'hui. Mais il faut penser au futur. Business Europe, qui est le MEDEF européen, et que j'aime bien citer parce qu'il dit des choses tout à fait intéressantes, a dit qu'il souhaitait un accord vivant. Et il a été exaucé, comme c'est étonnant, un accord vivant, c'est-à-dire un accord qui fonctionne pour l'avenir. Alors c'est simple, il s'agit d'instaurer un mécanisme d'alerte précoce. Dès lors que, dans l'avenir, un gouvernement aurait des velléités de prendre des mesures qui auraient un impact sur le commerce, c'est-à-dire toutes, parce que si on regarde bien, toutes ont un impact sur le commerce, plus ou moins, eh bien, il faudra qu'il en informe un comité de suivi de l'accord qui sera mis en place, qu'on appellera un comité de coopération réglementaire, ce qu'on voudra, qui lui-même demandera, en tous les cas c'est comme ça que c'est décrit dans les mandats, demandera son avis aux gens qui sont concernés, c'est-à-dire aux lobbies industriels, aux lobbies financiers, autant demander aux gens qui savent, et pour qu'ils fassent des commentaires, ces lobbies, pour qu'ils puissent dire oui, ça va, comme nouvelle réglementation envisageable, ça, ou non, ça on n'en veut pas. Et d'ailleurs, ça veut dire que si on vous dit maintenant qu'on n'en veut pas, et que néanmoins ça passe, paf, on utilisera le mécanisme investisseur-État dont je vous ai parlé plus haut. Donc vous voyez, non seulement on a un accord qui atteint directement au périmètre de la décision publique, mais encore qui se donne des allures d'irréversibilité. C'est-à-dire qu'avec ça, tout ce qui n'aura pas, enfin tout ce qui aura été privatisé ne pourra plus être nationalisé. Tout ce qui va plus loin dans le sens des réglementations, des protections, quelle que soit leur nature, ne seront pas envisageables. Et alors ce truc-là, évidemment, mais ça, vous l'avez compris, se négocie dans le secret le plus complet. Parce que tout ce que je vous raconte, en réalité, je fais mon malin comme ça, mais tout ce que je vous raconte, je ne sais pas la moitié de ce qui se passe vraiment. Parce que là, ce qu'on a, nous, c'est quoi? Ce sont les textes du mandat que le commissaire européen a obtenu pour négocier. On a eu par une fuite, on ne l'a pas eu officiellement. On a quelques documents de négociation de la première séance, on en est à la quatrième. Il n'y a pas moyen de savoir exactement quels sont les secteurs qui sont mis sur la table. Il y a des secteurs à libéraliser. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que la négociation se fait sur le principe de la liste négative. C'est-à-dire que les États disent « je ne veux pas qu'on libéralise tel secteur ». Ce qui veut dire que tout ce qui aura échappé à sa vigilance sera libéralisé. Et ça, il n'y a pas moyen d'avoir la liste, par exemple. Ça, on ne l'a pas. Voyez ? Donc on a juste les mécanismes dont je vous ai parlé, on a les exemples des jurisprudences dont je vous ai parlé et qui sont effectivement totalement vérifiables, mais pour le reste, ça se passe dans un secret assez complet. Et tout à l'heure, en introduisant le débat, Gilles a dit qu'on avait tous entendu parler de ça. Oui, enfin, pas souvent, quand même, pas souvent. Et finalement, ce secret est quelque chose de totalement logique, vu le mécanisme dont il est question. Et pourtant, ce soir ne va pas être une soirée Prozac, parce que, en fait, nous avons de bonnes raisons de penser qu'on peut avoir la peau de ce truc. C'est-à-dire qu'on a de bonnes raisons de se mobiliser et de sortir d'ici pour une fois en se disant il y a des choses à faire, enfin pour une fois, pas tout à fait la première fois non plus, j'exagère, hein, mais il y a des choses à faire et on n'est pas en train de perdre une bataille.
Enfin, il va falloir se bouger quand même, hein, je veux dire. Mais enfin, c'est pas du tout négatif. C'est pas du tout négatif parce que la mobilisation existe. On a devant nous, c'est pas demain matin que ça arrive, même l'accord Union européenne-Canada, c'est pas demain matin. L'accord Union européenne-Canada est plus avancé. Lui, il faut sa peau aussi, hein. Il faut qu'on ait sa peau, parce que si Union européenne-Canada passe, l'autre derrière, il est plus gros, mais il passe mieux, voyez. L'Union européenne-Canada aura déjà fait le chemin, d'autant que le Canada, comme vous le savez, donc, fait partie de l'ALENA, donc il y a une compatibilité nécessaire entre tous ces accords. Donc il faut aussi la peau d'Union européenne-Canada, et il est, en dépit de ce que racontent le Premier ministre canadien et le président de la Commission, il n'est pas fini, il est loin d'être fini. Donc on a du temps un petit peu pour se mobiliser, on a du temps pour monter dans l'opinion, et l'accord Union européenne-États-Unis n'est pas du tout au bord d'être conclu. C'est-à-dire que la Commission qui parle de 2014-2015, elle rêve, c'est tout simplement pas possible, il y a vraiment des très gros morceaux, y compris le fait que, par exemple, les États-Unis considèrent que la législation européenne est plus laxiste, enfin, c'est pas qu'ils considèrent, ils constatent que la législation européenne est plus laxiste en matière financière que chez eux. Donc ça, les États-Unis ne sont pas prêts à lâcher là-dessus non plus, vous voyez. Il y a des vraies contradictions internes entre les négociateurs qui ne vont pas s'aplanir comme ça demain matin. Donc on a un petit peu de temps. Il y a 2 semaines, je suis allé à Bruxelles à la première réunion transatlantique où j'y étais pour ATTAC. On a vu des États-Unis, des copains des États-Unis, du Canada. Tout le réseau européen aussi est mobilisé. En France, il y a un collectif qui fonctionne, qui s'appelle Stop TAFTA, où on arrive, rendez-vous compte comme c'est bien, on arrive à faire coexister des partis politiques, des syndicats et des organisations, et on arrive à travailler. Vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas si fréquent. Et donc, cette mobilisation, elle existe. Ce qu'on a comme idée, c'est de s'inscrire dans le temps long, dans les 2 ans qui viennent, là, en demandant que des collectivités locales se prononcent contre le TAFTA, tout simplement parce que c'est le moyen non seulement d'informer des élus qui, évidemment, ne sont pas plus informés que les autres, hein, bon, mais surtout en informant les élus d'aller voir, de toucher les populations. Et de toucher les populations au plus près, puisque c'est là où les mobilisations se font. Et quand on va dire aux gens du gaz de schiste que ça arrive, que les OGM, ça arrive, que le poulet javellisé arrive, etc., ce sont des choses qui ont un écho réel. Parce que ces mobilisations-là sont des mobilisations qui ont véritablement une importance. Donc on a véritablement de quoi avoir la peau de ce truc-là. Et là, récemment, 2 régions se sont déjà déclarées, l'Île-de-France et PACA. Et PACA, d'ailleurs, c'est très intéressant, y compris le groupe socialiste de la région PACA, y compris le président de la région PACA, s'est déclaré contre TAFTA. Alors que le mandat a été donné par le gouvernement. Je veux dire, les gouvernements, mais aussi le gouvernement français. Donc vraiment, on a là quelque chose qui commence à monter. Il y a 3 villes également qui sont déclarées. Donc il y a des choses qui commencent à monter. La mobilisation arrive et on a la perspective sérieuse d'avoir la peau de ce truc-là. Et en plus, si on a la peau de ce truc-là, on va pouvoir enfin remettre en cause les politiques commerciales de l'Union européenne qui produisent énormément de dégâts. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions. Merci.